Aux alentours de 2011, une image un peu spéciale est postée sur Imgur, une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de partager et de découvrir des images et des vidéos. Sur cette image se trouve la maintenant légendaire image de l'iceberg, avec sa partie visible où se trouvent les logos de nombreux sites web populaires et facilement accessibles, tandis qu'en dessous du niveau de la mer se trouvent les sites web accessibles uniquement via le Deep Web. L'image a reçu plus de 150 000 vues sur Imgur, et un post associé à Scredit a reçu 161 points avec 74% de votes positifs. Au début de l'année 2015, d'autres images parodiques ont commencé à apparaître sur 4chan et ont été rassemblées dans un article de blog sur le site Morbos World le 15 mai 2015, et aujourd'hui le même iceberg est sans doute la trope la plus utilisée et la plus populaire, amassant des centaines de milliers de votes sur un Reddit spécifique et des millions de vues sur YouTube. Vous êtes forcément déjà tombé sur une vidéo iceberg, que ce soit sur le YouTube anglophone avec des youtubeurs comme Wendy Goon et Blaming on George, ou encore dans le YouTube francophone avec des youtubeurs comme Farod, Knawak ou encore Feldup par exemple. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu émue de faire enfin partie de cette trend. J'ai la larme à l'œil. Non, plus sérieusement, cet iceberg c'est des semaines et des semaines de recherche, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et ma chaîne, et sans plus tarder, commençons la plongée dans l'iceberg des Lost Media, 100% français. Mona Lisa. La Joconde, également connue sous le nom de Mona Lisa, est l'une des œuvres d'art les plus célèbres au monde. Peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506, cette peinture à l'huile sur panneau de bois représente une femme au sourire énigmatique dont l'identité reste un mystère. Elle est généralement identifiée comme étant Lisa Gherardini, l'épouse d'un riche marchand florentin nommé Francesco del Giocondo, d'où son nom. Cette peinture, je vais pas vous faire l'affront de vous la présenter, je pense qu'elle est relativement assez connue. Par contre, il y a une histoire derrière cette peinture que vous ne connaissez peut-être pas, et pour ça, il va falloir faire un petit bond dans le temps. Nous sommes le 21 août 1911. Des photographes sont engagés par le musée pour photographier les tableaux du Salon Carré. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un mur vide avec les traces d'un emplacement d'un tableau bien précis, celui de la Joconde. Le détail qui est un peu cocasse, c'est que le tableau avait été volé plus de 28 heures avant, dans le plus grand des calmes, par un des anciens gardiens du musée, un certain Vincenzo Perugia. Et là vous allez me dire, mais comment les mecs ont pu passer à côté de ça? Comment ils ont pu ne pas remarquer qu'une œuvre de Léonard de Vinci avait disparu pendant presque 30 heures? En vrai, c'est pas si déconnant que ça. Au jour d'aujourd'hui, le tableau est considéré par tout le monde, même par ton petit frère de 5 ans, comme une des œuvres d'art les plus impactantes de l'histoire, mais à l'époque, le grand public, il en avait un peu rien à foutre. Moi, ce qui me fume, c'est vraiment la raison du vol. Le mec, à la base, l'a pas volé parce qu'il s'est dit qu'il allait pouvoir le revendre archi cher. Non. Il est plutôt indigné du fait que la Joconde soit exposée en France alors que la Joconde est une œuvre italienne qui mérite d'être rapatriée dans son pays d'origine, d'où le fait de l'avoir volée pour pouvoir soi-disant la remettre dans son pays quoi. Le mec est archi patriote, bravo vraiment. Bravo mec, bravo. C'est donc vers 7h du matin qu'il se rend au Louvre déguisé en gardien, qu'il se rend compte que le Salon Carré est désertique et sans grande peine dérobe la Joconde en l'enveloppant dans une blouse, la fout sous le bras et se casse. Après avoir emporté la peinture dans sa petite chambre parisienne, il a gardé l'œuvre cachée pendant plus de 2 ans. Mais ce génie, parce que à ce niveau-là c'est du génie, il aurait pu garder la peinture pendant des années et elle n'aurait jamais été retrouvée parce que personne semblait très concerned à propos de cette œuvre, s'il n'avait pas fait l'erreur la plus culottée que j'ai vue, sans déconner. En 1913, Perugia contacte un marchand d'art italien à Florence, Alfredo Gheri, dans le but de revendre le tableau. Perugia, estimant qu'il avait droit à une récompense pour avoir ramené le tableau dans sa patrie, Gheri méfiant alerte les autorités. Perugia est alors arrêté avec la Joconde bien emballée dans sa valise, en parfait état. Il sera condamné à 15 ans de prison, ce qui peut paraître beaucoup, mais le jury a quand même été un peu saucé que le mec ait fait ça par patriotisme, donc ils ont été un peu cléments. D'autant plus qu'il ne fera que 8 mois au final. Elle restera quelque temps en Italie avant d'être restituée à la France en 1914 et d'être beaucoup mieux protégée, avec une enceinte de verre, une multiplication du système de sécurité autour de l'œuvre, etc., etc. La Joconde est aujourd'hui l'œuvre la plus célèbre et la plus visitée au monde, en plus d'avoir été malgré elle le Lost Media français le plus connu. Moi, renard.
Moi Renard est une série télévisée d'animation française diffusée pour la première fois en 1986. Créée par Jean Cubaud et produit par les papas de la série animée Tortue Ninja et Denver le dernier dinosaure, la série est une adaptation libre et moderne des célèbres romans de Renard, une collection de récits médiévaux mettant en scène les aventures d'un renard rusé comme Renard, avec un T, pas comme Renard, l'animal avec un D, qui s'écrit qu'un D, parce que là la série en fait elle s'écrit avec un T et pas avec un D comme le renard, parce qu'en fait la série elle s'écrit avec un... Renard est un renard anthropomorphique vivant dans une grande ville moderne. À l'image de son ancêtre médiéval, Renard est un personnage rusé et débrouillard qui se retrouve souvent impliqué dans des situations complexes, parfois à la limite de la légalité, mais toujours avec une touche d'humour. Mais il y a une petite controverse autour de ce dessin animé. La série avait tendance à montrer du contenu un peu osé, notamment des dépictions furistes sexualisées, en continuant d'être diffusée pour les programmes pour enfants le matin. Les années 90. Le dessin animé était régulièrement diffusé sur France 3, anciennement FR3, et parfois sur M6 pendant plusieurs années. Et il existe même des sources sûres des VHS de certains épisodes qui ont été perdus au cours du temps. Aucune version DVD n'a été faite de la série, et elle est petit à petit tombée dans l'oubli pour la simple et bonne raison que apparemment c'était pas un truc de ouf. Le générique était plutôt catchy et restait dans la tête des enfants, mais le reste des épisodes était relativement oubliable pour que peu de gens se motivent à collectionner l'intégrale de Moi Renard. Pendant plusieurs années donc, la série est restée assez obscur. Certains épisodes en très mauvaise qualité avaient ressurgi sur internet de manière un peu random, mais c'est réellement en 2010 que les choses commencent à bouger. Un utilisateur du nom de The Renard poste en ligne les épisodes VHS rares des épisodes 18, 20, 21 et 22 qu'il avait probablement digitalisés. Il est ensuite contacté par un fan de la série, un certain Chris Rodriguez, qui avait par chance l'intégralité de la série qu'il finira par partager à The Renard. Aujourd'hui, la série est donc officiellement trouvée, ce qui nous permet de pouvoir admirer les idées farfelues des furistes des années 90. Vidéo, web-série et ARG perdu de Feldup. Félix Dupuis, connu sous le nom de Feldup, est un vidéaste, musicien et chanteur français né en 2002. Il est principalement reconnu pour ses vidéos horreur en ligne, notamment sa série des Findings, qui explore les mystères d'internet et de la pop culture, abordant une large gamme de sujets comme des affaires non résolues, des chaînes étranges, des ARG, ou même des histoires bressons de Reddit ou YouTube notamment. Et vous n'êtes pas sans savoir que le roi de l'horreur et du mystère francophone est lui-même entouré d'énormément de mystères et de lost médias qui, pour certains, sont perdus et ne seront probablement jamais retrouvés. L'implication de Feldup sur internet à travers les années, c'est quelque chose que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui, dès le plus jeune âge, n'a pas eu peur de montrer son univers décalé et qui nous a proposé différents ARG et histoires d'horreur. Je me rappelle que la première vidéo que j'ai vue de lui, c'était genre celle sur les Red Rooms, des soi-disant rooms sur le dark web où on peut payer pour torturer et tuer des gens en live stream. Bref, un truc un peu edgy et qui n'a jamais été confirmé comme vrai. Et moi, je me suis fait avoir. L'immersion était top et c'était ma première expérience avec les ARG et j'en garde un très bon souvenir. Il décida un jour de mettre toutes ces creepypastas en privé, car avec le recul et les années, il les trouvait vraiment cringe, et je le comprends. Une bonne partie sera quand même retrouvée et réuploadée, mais le reste est encore perdu dans les limbes, peut-être que des traces existent sur le PC d'un mec random qui les a saved, personne ne sait encore aujourd'hui, mais on reparlera de Feldup plus tard dans l'iceberg, pour une de ces creepypastas en particulier. Filmographie de Georges Méliès. Georges Méliès est un réalisateur, producteur et scénariste français, pionnier du cinéma. Il est surtout connu pour ses contributions innovantes à la narration cinématographique et pour son utilisation créative des effets spéciaux en 1900. Vous allez voir, c'est trop stylé. Avant de se tourner vers le cinéma, Méliès était un magicien accompli et propriétaire du théâtre Robert Houdin à Paris, où il a développé ses compétences en illusionnisme et en effets spéciaux. Mais c'est en 1895 que sa vie va prendre une toute autre tournure, quand il se rend à une projection cinématographique des Frères Lumière. Ni une ni deux, il s'achète un projecteur et une cam et commence à réaliser ses propres films. Fort de son génie créatif, il sera principalement reconnu pour son utilisation de la substitution, de la stop motion et des superpositions pour créer des effets spéciaux. Alors, faut remettre dans le contexte, on est dans les années 1900 et à l'époque le film à la mode, c'est ça. Les gens, ils voyaient un train à vapeur arriver à toute vitesse devant la cam, ils pétaient un plomb, tu vois. Et c'est en 1902 qu'il fait un énorme braquage en produisant Le Voyage dans la Lune, un des films les plus légendaires de l'histoire du cinéma, et entre autres considéré comme l'un des premiers films de science-fiction, rien que ça. En 1903, il produira aussi Le Royaume des Fées, film très connu aussi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le film Hugo Cabret, qui, bien que très romancé, retrace une partie de la vie de Méliès à travers les yeux d'un enfant, et à bien des égards, je trouve ce film vraiment formidable. Malheureusement, et comme beaucoup d'artistes de son temps, ses œuvres ont
été reconnus que très tardivement, donc le frérot était littéralement fauché. Il finira même par travailler dans une boutique de jouets avant d'être enfin reconnu vers la fin de sa vie. Il finira ses jours en 1938 à Paris à l'âge de 76 ans. Aujourd'hui, le travail de Georges Méliès est étudié dans de nombreuses écoles du cinéma. Sa contribution est l'une des plus importantes de ce milieu, non seulement par ses différentes innovations techniques, mais aussi pour son nombre de films qui est faramineux. Non, sérieux, devinez. Allez-y, devinez. 520, c'est bon. Et encore, c'est une estimation. Aujourd'hui, bon nombre de ces films sont malheureusement des lost media, et dû à l'ancienneté de leurs années de parution, il est très peu probable qu'on les retrouve un jour. Filmographie d'Alice Guy Blaché. Parlons maintenant d'une réalisatrice et pas des moindres, Alice Guy Blaché, pionnière du cinéma, souvent considérée comme la première femme réalisatrice de l'histoire. Elle a joué un rôle crucial dans les débuts du cinéma, mais son nom est resté méconnu pendant de nombreuses années, pour des raisons assez évidentes malheureusement. Née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé en France, elle a grandi dans une famille franco-chilienne et a passé une partie de son enfance en Suisse. Après des études commerciales, elle a travaillé comme secrétaire pour Léon Gaumont, un inventeur et entrepreneur dans le domaine de la photographie et du cinéma. Les cinémas Gaumont, c'est lui. En 1895, lorsqu'elle travaillait chez Gaumont, Alice Guy a aussi assisté à une démonstration des Frères Lumière, et ça va aussi la matrixer. C'est surtout le cinématographe qui lui a tapé dans l'œil, un appareil permettant de filmer et de projeter des images en mouvement, en soi l'ancêtre des caméras modernes d'aujourd'hui. Et elle y voit dans cette invention un potentiel infini pour raconter des histoires au-delà de simples enregistrements de documentaires. En 1896, Alice Guy a réalisé son premier film, La Fée aux choux. Ce court-métrage mettait en scène un conte populaire où des bébés naissaient dans des choux. C'était l'une des premières fois qu'une histoire, même simple, était racontée par le biais du cinéma et est considérée comme la première fiction du cinéma, qui est aujourd'hui un complet lost media. Du moins, la première version du film. En effet, Alice Guy précise dans The New Jersey Star que son premier film a été complètement détruit, ce qui malheureusement était courant dans le domaine du cinéma ancien, où de nombreux films ont été perdus à cause de la détérioration des matériaux de stockage ou par manque de conservation. Malgré ses contributions pionnières, Alice Guy Blaché a été largement oubliée par l'histoire du cinéma pendant des décennies. Ce n'est qu'à partir des années 70 que les chercheurs et les cinéphiles ont redécouvert son travail et ont commencé à reconnaître son importance. Son œuvre a depuis été réévaluée et elle est maintenant célébrée comme l'une des plus grandes pionnières du cinéma mondial. Alice Guy Blaché est décédée le 24 mars 1968 à l'âge de 94 ans. Aujourd'hui, son héritage est de plus en plus reconnu et elle est célébrée comme une figure centrale des débuts du cinéma, ayant ouvert la voie à de nombreuses générations de réalisatrices. Une version ultérieure du film La Fée aux choux, réalisée par Alice Guy en 1900, existe et est considérée comme la version la plus ancienne qui existe aujourd'hui. Yuri the Spaceman. Yuri the Spaceman est un projet de dessin animé qui a été diffusé pour la première fois en 2002, créé par Sparkling, une filiale aujourd'hui disparue du studio français Sparks Animation Studio. Produite par Cartoon Network, La Machine, Method Films et FTD, la série se compose de 26 épisodes de 3 minutes chacun qui racontent la vie du personnage principal, Yuri, un astronaute échoué sur la Lune et a marqué pas mal d'enfants de l'époque grâce à son style unique et son intrigue inspirée de la conquête spatiale. Pendant plusieurs années, et dû à l'ancienneté de la diffusion de la série et par son côté un peu niche, la série était relativement difficile à trouver, avec seulement quelques épisodes ripostent en ligne. La série a peu à peu sombré dans l'oubli, et les gens ont fini par se rendre à l'évidence qu'il était quasiment impossible que quelqu'un les retrouve un jour. Jusqu'en décembre 2014. Un utilisateur du nom de Chupax sur MySpleen met en ligne un torrent de 18 des 26 épisodes en version anglaise qu'il avait enregistré il y a plusieurs années. Les fans de Lost Media sont aux anges, ils ont pu, grâce à ça, répertorier les 6 épisodes manquants grâce à une liste sur un site qui s'appelle tv.com, mais il y a encore un gros point d'interrogation. Où sont les 6 épisodes restants et existe-t-il un dub français? Un utilisateur du nom de Langlois met fin au débat quelques années plus tard en uploadant les 18 épisodes en version française sur Dailymotion. Et ce n'est que le 1er janvier 2023 que les 6 épisodes manquants ont été mis en ligne sur YouTube par Floor Leaking Crud, qui avait lui aussi enregistré la série sur VHS dans les années 2003-2004 et qui les a donc postés le jour du Nouvel An 2023 au plus grand bonheur des utilisateurs du subreddit Lost Media. Même si les enregistrements sont d'une assez mauvaise qualité, la série Yuri the Spaceman a été officiellement trouvée dans son intégralité. Encore un exemple du pouvoir de recherche de ces gens beaucoup trop déter. Franchement, pour du early 2000, je trouve la 3D vraiment bien foutue. Quand je me rappelle des dessins animés en 3D que j'avais dans mon enfance, genre Jimmy Neutron, ça lui met honnêtement une tempête. Non, je déconne. Jimmy Neutron, c'était cool quand même. I don't feel so good. Un dîner presque parfait, épisode de Guillaume.
Je suis une très grande fan d'un dîner presque parfait. Voilà, c'est dit. Un dîner presque parfait, c'est une émission de télé-réalité française diffusée sur M6 depuis 2008. Le concept de l'émission repose sur une compétition culinaire où des participants, des amateurs de cuisine, s'invitent tour à tour chez eux pour organiser un dîner. 5 candidats sont donc sélectionnés pour participer à l'émission. Chaque candidat organise un dîner chez lui pour les autres participants. Ils doivent se noter et à la fin de la semaine, le gagnant remporte une somme d'argent, simple, efficace. Cette émission a marqué les esprits dû à son grand nombre de moments mémorables. Elle m'a foutu à la porte. Tout simplement. Conseil, ferme ta gueule. Espèce de... Mais rien ne va à la cheville de l'épisode de Peggy, Bernard, Rémi, Martine et Guillaume, diffusé entre 2008 et 2009. Eh, petit copain, il fait... C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est le 28 avril 2023 qu'un youtubeur du nom de Michelos poste une vidéo en particulier. Que devient Guillaume d'un dîner presque parfait? Car oui, si la plupart des gens se sont juste tapés des barres sur l'extrait YouTube de la fameuse blague du cow-boy, personne ne s'est vraiment motivé à essayer de retrouver les épisodes originaux. Malheureusement, la plupart des épisodes de télé-réalité française ont tendance à tomber dans l'oubli, car c'est pas le truc que les gens enregistrent, et il n'existe pas de coffret DVD de ce genre de production, c'est pas comme les séries quoi. Et ça, Michelos, ça a dû pas mal le travailler. Il a donc fait un taf de recherche qui est assez conséquent pour retrouver Guillaume et mettre la lumière sur le plus gros malaise de France. Et vous êtes pas prêts pour le plus gros scam de toutes les téléréalités. C'est trop grave. Après de longues recherches et après un coup de main du GOAT Ina, il finit par réussir à rentrer en contact avec Bernard qui ne se rappelait plus de l'émission donc ça dégage. Ensuite il est rentré en contact avec Martine et lui pose la question que tout le monde se pose actuellement. Est-ce que tout ça... c'est vrai? Ah bah si, bien sûr qu'on a rigolé. Alors bon, je suis désolée de peut-être faire tomber le soufflet, mais... Ah bah non, moi au contraire, C'est du fake. Oui. Enfin, voilà. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo, le taf de recherche est vraiment hyper bien fait, et tout le reste de la chaîne est vraiment cool aussi, donc allez-y foncez. D'ailleurs, les épisodes en entier sont tous disponibles dans la description de la vidéo, en non répertorié. Allez-y, c'est une vraie capsule temporelle qui fait vraiment plaisir. Nous, on continue. Daft Punk, publicité Jeux Olympiques d'hiver. Les Daft Punk. Probablement dans mon top 5 de mes artistes préférés de tous les temps, et une tristesse monumentale et quotidienne de ne jamais avoir pu aller les voir en concert. Ces gars-là, ils sont remplis de mystères et de lost media qui gravitent autour d'eux, et c'est pour ça qu'on les verra plusieurs fois tout au long de l'iceberg. Mais d'abord... rapide présentation. Daft Punk est un duo musical français formé en 1993, pionnier dans le domaine de la musique électronique, connu pour son influence majeure sur la scène dance et house. Le groupe est composé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, deux amis d'enfance originaires de Paris qui décident en 1997 de braquer absolument toute l'industrie musicale et par la même occasion faire rayonner la France à l'international avec des musiques comme Around the World et Daft Punk. Discovery, leur deuxième album, a continué à consolider leur réputation avec des morceaux tels que One More Time, Digital Love et Harder, Better, Faster, Stronger, encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme leur meilleur album. L'album mélange des éléments de disco et de house et a également été accompagné d'un film d'animation, Interstellar 5555, qui est une collaboration avec le réalisateur Kazuhisa Takenouchi, et ça, putain, ça pète sa mère. Mais pour moi, mon amour de ces mecs a vraiment été consolidé quand en 2013 ils sortent l'album Random Access Memories, considéré comme l'un de leurs travaux les plus réussis, avec des collaborations au top comme Pharrell Williams, Neil Rogers et Julian Casablancas. L'album a remporté plusieurs Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, et le Orasam Awards de la meilleure musique des Daft Punk, tout album confondu, décerné à Instant Crush. Oui, cet award existe. Vous avez compris, les Daft Punk, ils sont trop cool, ils sont aussi très mystérieux avec leur outfit de ouf, non vraiment j'adore, mais là on va pas parler de leur musique, faudrait une vidéo à part entière, mais bien de leur contribution télévisuelle aux Jeux Olympiques d'hiver de Paris. C'est en 2012 et de manière complètement random qu'un utilisateur du forum Daft Club, sous le pseudo Thomas Bangalter, publie un message. Il demande en effet à la communauté de l'aide concernant l'extraction de contenu VHS contenant d'après lui 4 vieilles pubs et un EPK en haute qualité. Il n'y avait aucun signe que ces publicités aient jamais été diffusées au public en raison du peu d'intérêt manifesté par les autres membres du forum. Plus tard, la même année, le youtubeur Full Metal Bu a publié une vidéo de sa collection de VHS incluant la boîte et la bande VHS avec les 4 publicités. Il a également mis en ligne certaines des publicités de la bande sur YouTube. Cependant, une publicité qui n'a pas été téléchargée était une publicité pour les Jeux Olympiques d'hiver qui utilisait leur chanson Harder, Better, Faster, Stronger. Et c'est cette pub
dont on va parler. Les recherches, elles étaient fastidieuses, plusieurs centaines de fans des Daft Punk à travers le monde ont sillonné tout internet, ont poncé toutes les archives pour essayer de mettre la main sur cette pub des Jeux Olympiques. Les recherches menaient nulle part, les gens étaient complètement fous. Un random de Reddit a posté l'intégralité de la pub en 2022. Voilà, comme ça. Écrit du Marquis de Sade. Alors, comment vous introduire au Marquis de Sade sans être crade? Le Marquis de Sade est l'un des écrivains les plus controversés de tous les temps, rien que ça. Le terme sadisme, qui désigne le fait de prendre du plaisir, souvent sexuel, à infliger de la douleur, de la souffrance et de l'humiliation à autrui, ça vient de son nom. Ses écrits étaient très sexuels et montraient un plaisir intense dans la souffrance des autres, ce qui lui vaudra quelques séjours en prison avant de finir ses jours dans un hôpital psychiatrique. La légende raconte d'ailleurs que les gardiens de prison ayant confisqué tout son matos d'écriture, il aurait tout simplement pris les objets les plus tranchants à sa disposition pour pouvoir s'exprimer autrement, notamment sur les murs de sa cellule. Après la mort de son père, son fils, par honte de ses écritures, a brûlé de nombreux écrits et manuscrits qui sont donc maintenant des lost media complets. Cependant, certains de ces écrits refont surface de temps en temps. En 1905 par exemple, l'un de ses textes les plus chelous a été découvert, un certain Les 120 journées de Sodome. Ce texte a été retrouvé sous la forme d'un petit rouleau de papier à l'intérieur de l'une de ses cellules, échappant d'une manière ou d'une autre au pillage pendant des années. Il est disponible sur internet d'ailleurs si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, mais par contre, avant que vous y alliez, j'aimerais bien mettre un trigger warning. Ce texte, à bien des égards, est un des plus sales que j'ai lu de toute ma vie. Je vous avais prévenu. Et je pense que c'est pas plus mal pour notre santé mentale que la majorité de ces textes ait complètement disparu. Attack of the Killer Rabbits from Outer Space. Ubisoft est une entreprise spécialisée dans le développement, l'édition et la distribution de jeux vidéo. Fondée en 1986 par les frères Guillemot à Carentoire, Ubisoft est aujourd'hui l'un des plus grands acteurs de l'industrie du jeu vidéo à l'échelle mondiale, et c'est une entreprise bretonne et même plus précisément morbihannaise. Je suis trop fière. Au début des années 1990, Ubisoft a commencé à développer ses propres titres, se faisant remarquer avec des jeux comme Rayman en 1995, qui est devenu l'une de ses franchises emblématiques, mais on reparlera de Rayman un peu plus tard dans l'iceberg. Ubisoft, comme toute entreprise de jeux vidéo, a eu ses succès et ses ratés. Pas mal de jeux au fur et à mesure ont vu leur sortie être retardée, voire complètement annulée, et c'est un de ces jeux dont on va parler. Attack of the Killer Rabbits from Outer Space, plus tard renommé Killer Freaks from Outer Space, était un jeu de tir à la première personne développé en interne en 2011 pour une sortie prévue sur PS3, Xbox 360 et Wii U. Si vous vous rappelez, la console qui a complètement bidé. Ça devait être un jeu assez classique de zombies qu'on a vu et revu. Plusieurs modifications étaient apportées au jeu au stade même du développement et Ubisoft sentait bien qu'il n'allait pas très loin avec le concept, ce qui a durement freiné le développement du jeu. Malgré les retours positifs sur les premières images du jeu, l'équipe n'était toujours pas satisfaite de son développement. Problème de game design, les monstres du jeu appelés plus tard des Freaks étaient trop petits et difficiles à discerner dans le background. Problème de rythme, bref, le jeu sentait déjà le flop, ce qui a convaincu Ubisoft à cancel tout simplement le jeu. Enfin, pas totalement, car il finira par servir de base à un jeu non moins légendaire, ZombiU. Allez. 50 vidéos de Squeezie supprimées. Lors d'un live habituel et alors qu'il parlait du jeu Bigfoot, un des viewers du chat se met à lui parler d'une ancienne vidéo qu'il avait postée sur sa chaîne. Squeezie, ayant probablement eu un énorme shot de nostalgie, s'empresse d'aller la chercher sur sa chaîne pour pouvoir y react avec le reste de ses viewers, mais la surprise est de taille. Elle n'existe tout simplement plus. La raison? Comme vous devez peut-être le savoir, Squeezie faisait partie de Webedia il y a quelques années, qui est un groupe de médias numériques spécialisé dans la création et la gestion de contenu en ligne, ainsi que dans le marketing digital, et après son détachement du MCN, une centaine de ses vidéos se sont retrouvées strike pour copyright et étaient donc démonétisées. Et vous allez me dire, bah, c'est pas grave, c'est qu'une cinquantaine de vidéos démonétisées, c'est pas la mort. Décidément, je suis vraiment dans votre esprit. Mais en fait, c'est légèrement plus compliqué que ça. En effet, il explique « Je ne pouvais pas remonétiser ma chaîne à cause de ça, parce que c'était la période où YouTube était parano des vidéos démonétisées. Donc la seule solution qui s'est imposée à lui, c'est de tout simplement les supprimer. » Pour le coup, peut-être que Lucas Auchard possède ses dites vidéos sur son ordinateur ou encore des saves sur un disque dur, c'est probable, mais vu que je suis pas allé lui demander en personne, ces vidéos sont jusqu'à preuve du contraire des lost media. Les nuits du loup-garou. Alors celui-là c'est un peu spécial parce que encore aujourd'hui on n'est pas sûr à 100% qu'il ait vraiment existé. Je m'explique. Night of the Werewolf, ou son titre original en espagnol Las Noches del Hombre Lobo, est un film d'horreur hispano-français de 1968, réalisé par René Govard et écrit et interprété par Raquindo Molina Alvarez, connu sous le nom de Paul Naschy. Le pitch est assez simple, un professeur découvre que un de ses étudiants souffre de lycanthropie, le fait de se transformer en loup alpha, aouh,
et sous prétexte de l'aider, se met finalement à l'utiliser comme une arme avant de se venger en le contrôlant grâce à des ondes sonores qui le transforment, et c'est les années 60 ta gueule. Malheureusement, peu d'informations subsistent sur le film, même les trucs les plus simples genre l'équipe de prod et la distribution, vraiment on n'a rien, à l'exception de Paul Naschy lui-même, et c'est là où il y a malaise. En effet, beaucoup de gens pensent que ce film n'a jamais existé, ou qu'il aurait été confondu avec un autre film du nom de La Furia del Hombre Lobo, sorti en 1970. En effet, les deux intrigues sont très similaires, et ça pourrait expliquer la confusion. Dans le documentaire consacré à l'héritage et à la mémoire de Paul Naschy, The Man Who Saw Frankenstein Cry, une supposée photo de ce film perdu est montrée. La voici. Continue. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Vous avez forcément déjà vu ce générique, voire même des épisodes de la série, voire même le film adapté Tintin et le secret de la licorne réalisé par Spielberg, que je vous conseille, c'est un chef-d'œuvre. Mais je vais peut-être vous apprendre un truc, un peu comme moi quand j'ai fait l'écriture de cette vidéo. La série Tintin des années 90 n'est pas la seule version qui existe de Tintin en dessin animé, ni même la première. Revenons un peu dans le temps. Georges Rémy, ou Hergé pour les intimes, est un auteur de bande dessinée né à Bruxelles en 1907. Il commence à dessiner dès son jeune âge et est grandement influencé par les comics américains et les illustrations de presse. Il travaille d'abord comme dessinateur pour divers journaux et magazines avant de se lancer dans la bande dessinée. Son premier succès notable est la série Tintin qu'il crée pour le journal catholique Le Petit 20e en 1929. C'est ainsi qu'entre 1957 et 64, pendant 9 saisons, il est lead pour sa série d'animation Tintin d'après Hergé, la plus vieille apparition de Tintin sur petit écran. La série se concentre sur les nombreuses aventures du jeune reporter Tintin, accompagné de son chien Milou, ainsi que de ses amis de Capitaine Haddock et le professeur Tournesol, des personnages familiers de la série des années 90 pour les connaisseurs. La série a été diffusée en épisodes de 5 minutes, commençant par un récapitulatif de 2 minutes des événements des épisodes précédents, suivi de 3 minutes de nouveau contenu. Ouais, c'est les économies, tu connais. Ces 2 saisons ont été réalisées par Belle Vision en collaboration avec RTF, utilisant une animation légèrement rudimentaire avec des découpes de papier animées, similaires à des émissions telles que Captain Pugwash par exemple. Après la production de L'Oreille Cassée, RTF a abandonné la création des épisodes, laissant Belle Vision s'associer avec Télé Hachette et Larry Harmon Studios, qui ont produit les 6 saisons suivantes. Belle Vision a ensuite produit Le Secret de la Licorne seul, et après, plus rien. Bien qu'un épisode de L'Oreille Cassée, de nombreux clichés des 2 saisons et quelques extraits soient disponibles en ligne et été utilisés dans le documentaire, Belle Vision la mine d'or au bout du couloir, les saisons entières dans leur intégralité ne sont pas disponibles en ligne, bien qu'il soit probable qu'elles existent encore dans les archives de Belle Vision. Et pour le coup, je leur ai demandé personnellement, hein, j'ai essayé de voir avec eux si c'était possible d'avoir les archives, mais ils m'ont tout simplement pas répondu, hein, voilà, ils m'ont mis un vent. Je pense qu'ils avaient juste trop la flemme de chercher dans leurs archives ou peut-être juste qu'ils ne les ont tout simplement pas. Mais on reparlera de Tintin un peu plus tard. La Roue. La Roue est un film sorti en 1923 et réalisé par Abel Gans, qui a subi plusieurs coupes au fur et à mesure des années dues à sa longueur. Le film durait tout simplement 8 heures. Putain, ils ont craqué. Vous vous plaignez des films de 3 heures, genre on souffle, mais imaginez les mecs de l'époque qui devaient s'asseoir pendant 8 heures dans une vieille salle de ciné des années 20. Le film était donc divisé en 2 épisodes pour que ça soit plus digeste pour les spectateurs, inscrite sur pas moins de 32 bobines. Au fur et à mesure des années, et pour faciliter sa distribution, le film sera charcuté dans tous les sens, passant de 8 heures à 3 heures, puis de 150 à 90 minutes. Pour le coup, le film il devait plus avoir aucun sens. Enfin, comment tu passes de 8 heures à 150 minutes à 90 minutes? C'est aberrant. Et c'est donc pour des raisons évidentes que la première version de 8 heures n'est tout simplement pas disponible, même si une reconstitution très proche du film original a eu lieu en 2019 pendant le Festival Lumière. Le film durait près de 7 heures et en 2022, la Cinémathèque suisse reprojette le film intégral pendant une journée entière au ciné-concert avec l'Orchestre des Jardins Musicaux, et en 2021, il sort officiellement un coffret DVD et Blu-ray dans sa version intégrale et restaurée avec pas mal de contenu additionnel comme des scènes coupées ainsi qu'un livret de 140 pages sur la genèse et la restauration du film, ce qui est franchement stylé. Disney. Reparlons de dessins animés, voulez-vous. Disney était une émission jeunesse diffusée sur TF1 du 10 janvier 1999 au 31 décembre 2006. D'ailleurs, ça s'écrit avec un point d'exclamation, du coup, je sais pas, faut peut-être que je le gueule. Disney était une émission somme toute très classique de l'époque. 2 animateurs annoncent des séries d'animation et quelques jeux, tout ça dans une ambiance chaleureuse et familiale. La série aura son petit succès avant d'être remplacée par le club Disney, beaucoup plus simple et lazy dans sa forme, pour ensuite s'arrêter définitivement en 2006. Aujourd'hui, peu d'informations subsistent sur Disney. Le générique de l'émission et des extraits publicitaires ont réussi à être conservés, mais pour le coup, pas plus d'informations, donc l'émission est partiellement perdue. Voilà. Télétoon Jingles.
En autre lost media un peu bresson avec très peu d'informations autour, on a les jingles perdus de Télétoon, plus spécifiquement entre 1999 et 2004. Alors rapide, Télétoon est une chaîne de télévision française spécialisée dans la diffusion et dessins animés et de programmes pour enfants. Elle a été lancée le 1er février 1993 en France. Elle est l'une des premières chaînes françaises dédiées exclusivement aux dessins animés et à l'animation, ce qui est une petite révolution pour l'époque. C'était d'ailleurs ma petite Madeleine de Proust avec Boing. Je me rappelle avoir passé des heures à regarder des séries comme les Super Nana, le Laboratoire de Dexter, les Teen Titans et même Kaelu. Cette série est trop gaulerie, j'assume pas. Télétoon avait souvent des habillages et des jingles animés, un peu goofy entre chaque dessin animé ou avant les pubs, et un de ces jingles est aujourd'hui complètement lost. De ce que j'ai compris, certains des habillages seraient visibles dans des cassettes vidéo de Barbapapa de l'époque, mais pour le coup il y a vraiment très peu d'informations, donc et voilà, le ciel c'est fini. La plupart des lost media dont j'ai parlé sont des lost media qui ont été trouvés ou qui sont partiellement trouvés ou en bonne voie d'être trouvés, qui sont des médias qui sont assez connus ou au moins mainstream pour que des gens aient la déterre de les retrouver. Mais maintenant, on va atterrir sur la surface de l'iceberg avec des sujets un peu moins connus. La Passion de Jeanne d'Arc. La Passion de Jeanne d'Arc est un film réalisé par Carl Theodor Dreyer en 1927 et projeté pour la première fois à Copenhague en 1928. Il s'agit d'un film muet, bien qu'initialement prévu parlant, ce qui a dû être abandonné pour des raisons techniques, ce qui fait que le film est un espèce de Frankenstein d'aspect de film parlant tout en étant muet. Et ce film, pendant des années, il était complètement perdu, et personne pensait le retrouver un jour. Et là, faut que je vous raconte l'histoire de la redécouverte de ce film, c'est complètement débile. Le film à l'époque avait fait polémique par rapport à ses thèmes controversés, beaucoup de coupures ont été imposées, au grand désarroi de Dreyer d'ailleurs. Et quelques années plus tard, pouf, incendie, chose assez régulière due aux matériaux que composaient les pellicules de l'époque. Il y avait la fâcheuse tendance à se set on fire, d'où le fait que beaucoup de films de cette époque soient complètement perdus malheureusement. Mais Dreyer ne lâchant rien, La Passion de Jeanne d'Arc, c'est littéralement l'œuvre de sa vie. Il réussit à reconstituer une seconde version à partir de chutes restantes, mais vous avez la suite, pouf, incendie, miskin. Dreyer décède en 1968, sans avoir réussi à reconstituer son film en entier, qui va peu à peu aussi tomber dans l'oubli. Mais en 1981, le film est retrouvé dans un asile psychiatrique. Et attendez, c'est pas tout. La version qui est retrouvée, c'est le premier négatif. C'est-à-dire, c'est la version originale, Director's Cut, non censurée. C'est quel genre de luck ça? Plus tard, la Cinémathèque française va reconstituer en 1985 le film et le rendra disponible au grand public, réalisant le rêve du maintenant décédé réalisateur, GG. Pilote de JDG et vidéo annulée. Le 30 septembre 2009 et quelques années après le début de la plateforme YouTube, deux randoms sortent deux vidéos sur une chaîne gaming encore balbutiante, Joueurs du Grenier, Les Chevaliers du Zodiac, NES, et Joueurs du Grenier, Tintin au Tibet, Mega Drive. Ces vidéos marqueront le début de l'épopée légendaire de Frédéric Molas et de Sébastien Rassia, qui continue encore aujourd'hui avec 3,81 millions d'abonnés et plus d'1 milliard de vues s'étendant sur 14 ans et 162 vidéos. Joueurs du Grenier est l'une des chaînes les plus populaires du YouTube français. L'idée derrière Joueurs du Grenier est née de leur admiration pour des émissions américaines, notamment l'Angry Video Game Nerd, une série de vidéos dans lequel un mec, James Rolfe, critique des jeux vidéo rétro. Inspirés par ce concept, Fred et Seb décident de créer une version française de cette émission en apportant leur propre touche et en améliorant le concept au fur et à mesure des années, avec notamment des épisodes hors série sur les dessins animés de leur enfance et quelques capsules temporelles que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est lors d'un de ses streams react à ses anciennes vidéos sur Twitch que Fred révèle que son émission devait s'appeler Big Review à la base et qu'elle ne devait pas se baser sur la review de jeux vidéo pourris, mais sur des jeux Flash en ligne. L'idée a été vite abandonnée, et j'ai envie de te dire heureusement quand on sait l'avenir qu'a eu Flash. Cependant, on sait de par lui-même qu'un épisode pilote de Big Review a été tourné, et vite foutu au placard, la seule archive restant étant un plan de réaction qu'il a réutilisé pour l'épisode de Tintin au Tibet, et qui, vous l'aurez sûrement remarqué, sert de logo de la chaîne. Malheureusement, il avouera plus tard ne pas avoir de sauvegarde de l'épisode. En parlant de logo de la chaîne, un autre point qui a rendu le JDG assez célèbre, c'est son générique. Ça fait 14 ans qu'on se le bouffe à chaque épisode, mais est-ce que vous avez remarqué ce passage? Ce passage, c'est pas un jeu que Fred a testé dans un JDG. Sur le maintenant défunt site joueursdugrenier.fr, Fred avait donné un peu plus d'explications à ce sujet. Il avait en fait bel et bien commencé à tourner une critique des Goonies 2, mais au fur et à mesure du travail, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de matos pour un épisode complet et a donc annulé le projet tout en utilisant une séquence dans le générique. Il y fera rapidement référence dans sa vidéo sur Xperts en 2016, ce qui est un assez bel hommage pour une vidéo qui ne verra probablement jamais le jour dans sa version originale. Putain de merde, ok, tu le veux ton test? Tu vas l'avoir. C'est pourquoi
pourquoi je fais cette tête? Molas a également parlé lors d'un livestream sur Twitch d'un épisode spécial jamais diffusé qui critiquait SimCity, plus communément appelé SimCity 2013. Cette vidéo est la suite directe d'un voyage aux USA où il a rencontré les devs de chez Maxis alors qu'il terminait le développement du jeu, ce qui lui a permis de jouer à SimCity avant sa sortie officielle. Suite à ce test, il a réalisé une de ses vidéos où il critiquait le jeu, et d'ailleurs la critique d'après lui était relativement positive, même s'il y avait des petites critiques, mais tu vois, rien de méchant. Critiques qui n'ont pas du tout été au goût de la société mère, Electronic Arts. Fidèles à leur réputation, ils ont tout simplement suicidé la vidéo de JDG, tout en étant particulièrement agressifs envers lui et sa critique, et lui interdisant toute mise en ligne de la vidéo au risque de se faire takedown la chaîne. Aujourd'hui, la vidéo n'a toujours pas fait surface, donc je ne pense pas qu'on la verra un jour, malheureusement. Bref. La chasse spirituelle. Parlons un peu de poésie. La chasse spirituelle est un texte mystérieux attribué au poète Arthur Rimbaud. Ce texte a suscité pas mal d'intérêt et de controverses dans le monde littéraire, principalement en raison de son origine douteuse et de sa découverte tardive. Alors, Arthur Rimbaud, c'est un poète symboliste, surtout connu pour son recueil Une saison en enfer et pour ses illuminations que vous avez forcément dû étudier en cours de français. Après avoir écrit ses œuvres majeures, Rimbaud a abandonné la poésie à l'âge de 21 ans, ce qui a contribué à son mythe littéraire. Le texte intitulé La chasse spirituelle aurait été découvert en 1949 par Pascal Piat. Il a affirmé avoir retrouvé le manuscrit inédit de Rimbaud, ce qui a immédiatement suscité un vif intérêt parmi les spécialistes et les passionnés de littérature et a piqué la curiosité d'un certain André Breton. Celui-ci fit sa petite enquête et après la mise en lumière d'erreurs aberrantes, il s'est avéré que La chasse spirituelle était en réalité un faux, écrit par Akakia Viala, oui c'est un vrai nom, et Nicolas Bataille. La supercherie a été révélée et ce texte n'est donc pas considéré comme faisant partie de l'œuvre authentique de Rimbaud. Donc bien que ce texte soit apocryphe, wouah, mot compliqué. La chasse spirituelle aurait suivi les thèmes mystiques et symboliques caractéristiques des dernières œuvres de Rimbaud, explorant des concepts comme la quête de l'inconnu, le spirituel et l'influence des forces invisibles sur l'âme humaine. Cependant, en raison de la nature de ce faux, son contenu n'a pas la valeur littéraire que l'on pourrait attribuer aux œuvres authentiques de Rimbaud. Filmographie d'Émile Reynaud. Alors là, on va parler d'un giga Chad, Émile Reynaud, qui est littéralement le pionnier du cinéma et du cinéma d'animation. Il est surtout connu pour avoir inventé le praxinoscope et le théâtre optique, des dispositifs qui ont permis de projeter des images animées bien avant l'invention par les frères Lumière. Alors, c'est quoi un praxinoscope? Inventé en 1877, le praxinoscope est une amélioration du zootrope, un jouet optique qui montrait des images en mouvement. Le zootrope utilisait une série d'images fixes disposées sur un tambour circulaire que l'on faisait tourner pour créer une illusion de mouvement. Le praxinoscope de Reynaud remplaçait les fentes du zootrope par un ensemble de miroirs placés au centre du tambour, permettant aux spectateurs de voir les images plus clairement et avec moins de distorsion. 11 ans plus tard, il invente le théâtre optique, une invention encore plus avancée qui permettait de projeter des images animées sur un écran pour un public. Reynaud utilisait des bandes de dessin sur film celluloïde qu'il animait à la main pour créer des scènes en mouvement. Avec ce dispositif, il a réalisé des projections publiques de ses films d'animation bien avant l'invention du cinéma. Les projections de Reynaud sont souvent considérées comme les premières présentations de dessins animés et l'un de ses films les plus célèbres est Pauvre Pierrot. Cependant, l'avènement du cinéma moderne, notamment après la présentation publique des Frères Lumière en 95, fait que les inventions de Reynaud tombent rapidement dans l'oubli. À la fin de sa vie, il a souffert de difficultés financières et est mort dans l'anonymat la plus totale en 1918. Et au même titre que les réalisateurs dont j'ai parlé juste avant, l'importance de son travail a vraiment été reconnue bien après sa mort. Son travail a jeté les bases pour les techniques d'animation et a ouvert la voie au développement ultérieur dans le domaine du cinéma. Aujourd'hui, quelques images et travaux ont réussi à être préservés, mais une partie reste bien évidemment perdue du fait de l'ancienneté de ses travaux et de son manque de reconnaissance, surtout vers la fin de sa vie. Générique Petit Ours Brun, français cover. Loïc Leleu, plus connu sous le nom de Lopoc, est un youtubeur gaming spécialisé dans l'exploit et la découverte de bugs, mais aussi dans du basic gaming. Ses vidéos sont rythmées avec beaucoup d'humour, de blagues et de mèmes, et au fur et à mesure des années, il a réussi à amasser pas moins de 581 000 abonnés, sans compter ses chaînes secondaires comme le Bazar de Lopoc, Lopoc Live et Pollock, dont on va parler maintenant. Dans les alentours de 2018, et dans la lignée de la DA de la chaîne, Lopoc sort sur cette chaîne une vidéo nommée Générique Petit Ours Brun français cover. Le problème de cette magnifique cover de qualité, c'est les droits d'auteur. En effet, la vidéo étant une cover de dessin animé Petit Ours Brun, Lopoc n'a pas le droit de la musique. Pendant plusieurs mois environ, la vidéo a été claim par les ayants droit du dessin animé, France 5, et tout ce qui restait de cette vidéo, c'était une vidéo un peu edgy de cette parodie qui utilisait le son original. Maintenant, et pour notre plus grand bonheur, le claim a été levé, et on peut enfin admirer les performances vocales de Lopoc. Oh tiens, voilà quelqu'un! Petit ours! Si ça vous intéresse, il existe aussi d'autres covers, comme celle de Oui Oui par exemple. Enjoy. Oui, vas-y, oui! Les aventures de Tintin et Milou, BD inachevée.
Reparlons de Tintin, mais de la bande dessinée cette fois-ci. Les aventures de Tintin, dont la première BD est sortie le 10 janvier 1929, est une série s'étalant sur 23 livres finis. Je dis bien 23 livres finis, car oui, il existe un 24e qui devait être le dernier et qui reste inachevé. Ce livre s'intitulait Tintin et l'Alf Art. Les idées pour l'histoire ont varié durant le temps, passant d'un scénario se déroulant entièrement dans un aéroport ou une intrigue où Tintin et Haddock devaient prouver l'innocence d'un ami accusé de meurtre. Finalement, la version que nous avons se concentre sur le monde de l'art, où Tintin découvre une vaste collection de pièces contrefaites. Malheureusement, Hergé décède en 1983, laissant derrière lui une BD inachevée. Elle se présente plus comme un recueil de croquis qu'une BD d'ailleurs, la dernière page montrant Tintin étant emmené sous la menace d'une arme pour devenir une statue de cire. À partir de là, rien d'autre n'est connu sur ce qui aurait pu se passer ou ce que Hergé avait en tête pour la conclusion. Ces pages ont été redécouvertes au fil des années avec une réédition en 2004 incluant plus de pages de l'album précédent. Ce recueil de croquis est donc la seule archive de cette BD qui restera à tout jamais inachevé. Héliographe pape Pie VII de Nicéphore Niepcé. Charles-Émile Niepcé, né le 7 mars 1765 à Chalon-sur-Saône et mort le 5 juillet 1833 à Saint-Loup de Varennes, est un ingénieur français connu comme l'inventeur de la photographie. Il a développé le premier procédé photographique appelé procédé héliographique, qui après des centaines d'années d'évolution servira à prendre en photo le gros fiac de ce connard. Vraiment, si le mec voyait ça, il ferait de la dubstep dans sa tombe. Il est également l'inventeur du pyréolophore, le premier moteur à combustion interne, mais ça va pas nous servir ici, donc on s'en bat les couilles. En 1816, Niepcé commence ses recherches sur la photographie. Il obtient en 1816 une première vue depuis sa fenêtre, mais l'image n'est pas fixée correctement. En 1822, il réussit à copier le portrait de pape Pie VII sur une plaque de verre, un moment souvent cité comme l'invention du procédé photographique. Cependant, certains chercheurs comme Manuel Bonnet situent cette invention en septembre 1824, et c'est cette image qui est complètement perdue. En 1826, Niepcé réalise la photographie intitulée Point de vue du gras, prise depuis la fenêtre de sa maison. Cette image est la plus ancienne photographie conservée, nécessitant plusieurs jours d'exposition. Voici la plus vieille image conservée de l'humanité. Vous avez vu comment les Français on pèse dans le game de l'invention? On est trop fort. 1952, Coupe de France finale. Oui. On va parler de foot. La finale de la Coupe de France de 1952 a marqué la fin de la saison 51-52 de football et est la première fois où un match de foot est diffusé en direct à la télévision en France. Le 4 mai 1952, au stade olympique de Yves du Manoir, Nice remporte le titre en battant Bordeaux 5-3 devant 61 485 spectateurs. Nice, qui n'avait jamais remporté la Coupe de France auparavant, avait éliminé la Ciotat, Nîmes Olympique, US Valenciennes Anzin et FC Rouen pour atteindre la finale. Bordeaux, vainqueur de la Coupe en 41, avait défait Saint-Étienne, Stade Français, Stade Rennais et Lille sur son chemin vers le dernier match. Le manager de Nice, Numa Andouar, a utilisé des tactiques peu conventionnelles pour préparer son équipe, notamment une soirée avec accordéon et des conseils pour se coucher tard. Il a aussi fait des changements radicaux dans l'équipe en remplaçant le capitaine et meilleur buteur Désiré Carré et par Bengtsson, par Luis Carniglia et Victor Nuremberg, ce qui a quand même payé apparemment. La diffusion en direct du match a été un succès, malgré les réticences initiales contre la télévision des matchs de football. Ce succès a conduit à la première diffusion en direct d'un match international en France, avec un affrontement entre l'équipe nationale française et l'Allemagne de l'Ouest le 5 octobre 1952. Bon, je vous passe le déroulé des matchs parce que la vidéo elle est déjà assez longue et j'ai vraiment la flemme. Mais pour résumer, Nice réussit à battre Bordeaux. Cette victoire a marqué le premier succès en Coupe de France pour Nice, qui a également remporté la Coupe en 1954 et en 97. Nice a réalisé un double en devenant champion de la Division 1 la même saison, et Bordeaux, quant à lui, a remporté la Coupe 3 fois de plus en 96, 87 et 2013. Malheureusement, le match a été diffusé à une époque où il n'y avait pas vraiment de télécopie et où les vidéocassettes n'étaient pas forcément trop performantes jusqu'aux années 50. La diffusion n'a donc pas réapparu encore à ce jour, bien que certaines images d'actualité persistent et soient disponibles en ligne. Assassin's Creed Lost Legacy. Reparlons d'Ubisoft. Assassin's Creed Lost Legacy était un jeu Nintendo 3DS développé par Ubisoft qui avait été annoncé lors de l'E3 de 2010 aux côtés d'Assassin's Creed Brotherhood. L'intrigue se concentrait sur Ezio Auditor qui, après les événements de Brotherhood, se rend au village de Masyaf pour en apprendre davantage sur Altair, le personnage central du premier Assassin's Creed. Le projet a été annulé en interne en septembre 2010, mais a été confirmé publiquement qu'en juillet 2011. Aucun screenshot ni vidéo n'a jamais été publié, sauf pour le logo que voici. Après la
disparition de news concernant Lost Legacy, de nombreux fans ont rapidement remarqué que cette intrigue ressemblait fortement à celle de Assassin's Creed Revolutions, le jeu suivant Brotherhood. Ubisoft avait prévu un dernier opus principal avec Ezio et a finalement choisi de transformer Lost Legacy en Révélation. Comme il est techniquement sorti, bien que sous une forme différente, tout travail sur Lost Legacy a probablement été supprimé depuis. Un rue Sésame. Un rue Sésame est une série pour enfants que je n'ai pas connue parce que... Et assez naïvement, je pensais que Un rue Sésame c'était juste la version française, genre doublée en français de Sesame Street, le truc vraiment connu aux États-Unis, tu vois. Et en fait non, Un rue Sésame c'est une version française de Sesame Street, mais redoublée entièrement avec des nouveaux Muppets. La série a été diffusée du 4 janvier 1978 au 24 juin 1982 sur la chaîne TF1 pendant 4 saisons, et depuis la fin de sa diffusion, la série est presque entièrement perdue, ce qui explique la confusion entre la version FR et originale. La série mettait en scène deux Muppets, Toccata, un grand albatros blanc naïf et bienveillant, et Mordicus, un grouche bleu énergétique et espiègle. Elle avait la même dynamique que Sesame Street, dont il est adapté, certains passages étant même des extraits de la série originale doublée en français, avec aussi des extraits originaux tournés pour l'occasion. Malgré une certaine popularité et étant considéré comme un classique nostalgique apprécié par la gen de Vaudaron, très peu de séquences publiques de l'émission restent disponibles pendant longtemps. Le seul extrait que l'on pouvait trouver de Un rue Sésame, c'était le générique d'ouverture. L'émission était diffusée sur TF1 en même temps que l'autre programme pour enfants L'île aux enfants, qui mettait en vedette la mascotte en costume de marionnette Casimir, mais elle a été éclipsée par le succès de cette dernière. En fait, Un rue Sésame a d'abord été lancé comme un segment de L'île aux enfants, qui était des séquences de Sesame Street doublées en français. Depuis 2018 jusqu'en 2023, d'autres extraits ont vu le jour. Je pense que les gens se sont tapés une déterre suite à la découverte du Lost Media de Sesame Street sur la sorcière de l'Ouest. On a même réussi à retrouver un épisode complet, et du coup je pense que pour celui-ci, ça risque de bouger pas mal dans les prochains mois. Shtoing Circus. Shtoing Circus, au-delà de ressembler à un nom d'MST, c'était le nom d'une série d'animation sortie en 2003 qui mettait en scène des puces faisant des trucs un peu goofy. Oh, tu veux me trouver les fesses, espèce d'assassin de fesses? La série était pendant longtemps disponible en DVD et il existait des rediffs sur le réseau IPTV français Gong, mais les épisodes complets étaient relativement difficiles à trouver. La série a été publiée en DVD en France et au Canada. Quant à lui, le DVD français était épuisé depuis longtemps et difficile à trouver, et le DVD canadien, lui, avait été lancé pour le marché québécois. Ce DVD canadien contenait les 10 premiers épisodes sur 52, avec les voix françaises européennes conservées. Et en 2020, complètement sortie de nulle part, la série complète a été ajoutée à Amazon Prime France, rendant l'intégralité de la série disponible en streaming. Jean-Michel Jarre, musique pour Supermarché. En 1983, le musicien électronique Jean-Michel Jarre a composé un album intitulé Musique pour Supermarché pour une exposition d'art sur le thème des supermarchés. Merci. Un seul exemplaire de l'album a été réalisé et mis aux enchères après la fin de l'exposition pour garantir qu'aucune autre copie ne soit fabriquée. Des bandes maîtresses et les plaques ont même été brûlées devant les participants. Jarre a voulu que sa musique, tout comme les peintures, soit considérée comme une œuvre d'art unique, et actuellement le propriétaire et l'emplacement de l'album sont inconnus. Jean-Michel Jarre est un musicien et compositeur français né le 24 août 1948 à Lyon. Il est surtout connu pour son rôle pionnier dans le genre de la musique électronique. Son premier album Oxygène est devenu un classique de ce genre. Il a connu un immense succès commercial et critique, établissant Jarre comme une figure importante dans le monde de la musique. Il a suivi avec des albums influents tels que Equinox et Zoulouk. Avant la vente aux enchères, Jarre a décidé de diffuser l'album entier sur Radio Luxembourg, permettant ainsi la création de copies illégales. Cependant, la station ne diffusait qu'en AM, ce qui signifie que toutes les captures audio sont de très mauvaise qualité. Les minicums. On est la minicum génération. Mon Dieu, je détestais ça. Les Minicums, c'était une émission de marionnettes très populaire pour enfants, diffusée sur France 3 de 93 à 2002, l'année de ma naissance, et tout le monde s'en fout. L'émission était un basic shit de ces années-là avec des Muppets qui font des jokes très datés, parodiant la télé pour adultes à destination des enfants. L'émission était connue pour son humour, ses sketchs et ses chansons entraînantes, comme la parodie de Boys Band, Ma Mélissa notamment. Cette émission est devenue au fur et à mesure un véritable icône culturelle en France dans les années 90, pour finalement prendre fin en raison des coûts de production et des changements pour les goûts du public. Il a été brièvement reformaté sous le nom de MNK avant d'être remplacé en 2003 par le programme en CGI TO3 qui n'a pas réussi à rencontrer le même succès. Elle a même eu sa réédition en 2017 dans une tentative désespérée de faire de la thune sur un vieux succès avec Norman. Salut, c'est Normie, vous allez kiffer avec nous.
Ouais. En raison de la popularité des minicums, des enregistrements de l'émission continuent de circuler sur internet, cependant la liste des vidéos disponibles est loin d'être exhaustive et beaucoup restent encore introuvables. En plus de leurs sketchs et parodies originaux, l'émission présentait souvent des courtes séquences redoublées ou retouchées pour introduire des dessins animés ou des émissions, durant généralement moins de 30 secondes, restant les plus durs à trouver parmi les chasseurs de Lost Media. Quelques passages comme le générique, certaines musiques et passages humoristiques ont réussi à être conservés. Rayman SNES. Tout commence en 92, un jeune dev de seulement 19 ans, encore inconnu à l'époque, se lance corps et âme dans le projet de sa vie, créer un jeu vidéo. Inspiré par sa passion pour les bandes dessinées, les dessins animés et bien évidemment les jeux vidéo, il désire créer un jeu qui serait non seulement amusant à jouer, mais aussi visuellement unique, avec des graphismes colorés et des personnages Ce jeune développeur, c'est Michel Ancel. Le personnage de Rayman a été conçu de manière très spécifique, son apparence sans bras ni jambes avec des mains et des pieds flottants est née d'une contrainte technique à la base. À l'époque, il était difficile de créer des animations fluides pour des personnages avec des articulations complexes. En créant Rayman comme un personnage composé de parties de corps flottantes, Ancel a trouvé le glitch qui permettait d'avoir des animations fluides tout en réduisant les contraintes graphiques. Ubisoft a vu le potentiel de Rayman et a soutenu le projet malgré les défis techniques et financiers. L'entreprise misait beaucoup sur ce jeu pour se faire un nom dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui fut, ma foi, un coup de génie. Rayman est finalement sorti en 95 sur PlayStation et Jaguar, puis sur d'autres plateformes. Le jeu a été un succès immédiat, notamment en Europe, où il est devenu l'un des jeux les plus vendus de la PlayStation. Le succès de Rayman a non seulement lancé la carrière de Michel Ancel, mais il a aussi marqué un tournant pour Ubisoft, qui est devenu l'un des principaux acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Rayman est rapidement devenu une franchise avec de nombreuses suites et spin-offs qui ont consolidé la réputation du personnage comme l'un des héros les plus emblématiques des jeux vidéo. Mais est-ce que vous saviez que Rayman, à la base, il devait pas sortir sur PlayStation, mais sur SNES. Le jeu était bien avancé en développement, mais les limitations techniques de la SNES ont poussé Ancel et son équipe à repenser leur approche. Avec l'arrivée des consoles plus puissantes comme la PlayStation et la Jaguar, ils ont décidé de développer le jeu pour ces nouvelles plateformes où ils pouvaient pleinement exploiter les capacités graphiques et sonores. Pendant des années, la version SNES a été considérée comme perdue, même par le créateur lui-même. Quelques jours après avoir exprimé sa tristesse à ce sujet sur Instagram, Ancel a surpris tout le monde en retrouvant la cartouche originale dans sa collection et l'a testée sur sa SNES, et ça fonctionnait nickel. Ancel envisage maintenant de ressusciter cette version SNES pour un portage sur la Nintendo Switch, ce qui a relancé la hype de Rayman ainsi que des fans de Lost Media et de bêta de jeux vidéo. Le 3 juillet 2017, une version précoce de la ROM a été mise en ligne avec un court segment de gameplay tel que précédemment montré par Michel Ancel. Dans cette ROM, le joueur peut sauter et déclencher des animations qui se lance également automatiquement si le joueur ne bouge pas. Le joueur peut également se déplacer plus rapidement et déclencher une animation en chargeant un coup de poing. Cette ROM et les screenshots restent cependant les seuls éléments dont le grand public dispose, la ROM originale étant encore aujourd'hui dans les mains d'Ancel. Le rageux. Histoire très courte. Dans une vidéo de Deotoons datant du 26 novembre 2017, on y apprend qu'avant d'avoir sa chaîne Deolink, où il fait du gaming, et Deotoons, où il poste des animations très drôles, il possédait une chaîne YouTube, sa toute première chaîne, Le Rageux. Les vidéos étaient relativement assez cringe, et Deo les a toutes mises en privé, et maintenant il est impossible d'avoir accès à ces vidéos, même sur la Wayback Machine ça marche pas, donc voilà. Beyond Good and Evil 2. Reparlons de Michel Ancel. Après le succès de son jeu Rayman sur Play, Ancel se met à rêver d'un jeu qui serait à la fois divertissant mais aussi significatif sur le plan narratif. Il voulait un jeu avec une forte composante d'aventure et une histoire captivante dans un univers riche et détaillé. Ancel et son équipe chez Ubisoft Montpellier ont donc commencé à travailler sur le projet en 99. Le concept de base était de combiner des éléments d'aventure, d'action et de puzzle avec une forte composante narrative. Ce jeu se déroule dans un monde fictif appelé Illis, une planète en danger dominée par des forces oppressives. Et c'est ainsi que naquit en 2003, Beyond Good and Evil. Ce jeu, même s'il a été globalement apprécié, il est passé relativement inaperçu. C'est vraiment des années plus tard que le jeu a vraiment eu la hype qu'on connaît maintenant. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le jeu est archi cool, il a acquis ce statut de culte avec le temps. Le jeu a influencé de nombreux développeurs et est souvent cité pour son approche novatrice du jeu vidéo. En 2011, Ubisoft a réédité le jeu en haute définition pour les consoles modernes et suite à ce succès vient l'idée logique, on fait une suite. Nous sommes en 2008 lors des Ubi Days et un teaser attire particulièrement l'attention des fans. Ok, ça y est, Beyond Good and Evil c'est officiellement annoncé là, c'est cool. Oui,
mais... En 2009, et suite à beaucoup de problèmes en interne, le développement du jeu est mis en pause, l'équipe est entièrement dissoute tandis que Michel Ancel est envoyé bosser sur Rayman Origins, autant vous dire que ça sentait pas très bon. La même année, une bande-annonce fuite montrant ce que l'équipe envisageait pour le jeu, mais ensuite plus de nouvelles pendant 2 ans. 2 ans plus tard, Ancel lui-même diffuse cette bande-annonce lors d'une conférence, accompagnée de divers artworks, etc. et rebelote, plus de nouvelles. Le projet est actuellement au point mort, même si Ubisoft n'a jamais dit publiquement qu'ils avaient annulé le jeu, l'avenir de celui-ci est vraiment incertain. D'après Ancel, les consoles actuelles seraient pas assez puissantes pour réaliser la vision de l'équipe pour le jeu, ce qui peut vouloir dire que si une console assez puissante sortait, on aurait la possible relance du jeu, mais En 2023, Émile Morel, directeur de la création du jeu, décède malheureusement, laissant un vide dans la petite équipe qui bossait sur le jeu, donc on sait pas. Le jeu est petit à petit rentré dans la case des jeux qui ne sortiront probablement jamais à moins d'un miracle, mais bon. On l'a déjà vu, ça arrive, notamment des jeux comme Dead Island 2 et Destiny 2 par exemple. La fée coquillette. Alors ça va peut-être plus parler à des gens de ma génération. Il s'agit d'un dessin animé des années 2010 que je regardais moi aussi, et j'ai été surprise de savoir que la quasi-totalité du dessin animé a été un lost media pendant une grosse partie, et que ce dessin animé là n'est pas totalement retrouvé à 100%, et que le lost media qui entoure ce dessin animé est complètement stupide. Vraiment, vous allez comprendre. La Fée Coquillette est une série télévisée d'animation française réalisée par Jean-Christophe Roger et Dominique Debar. Basée sur les albums du même nom de Didier Lévy et Benjamin Shaw, la série a été produite par les Armateurs, Sony Pictures Entertainment et Maybe Movies. La production a débuté le 6 janvier 2010 et s'est terminée le 26 juillet 2010 avec un total de 78 épisodes de 7 minutes chacun, répartis sur une saison. Les épisodes sont organisés en 9 volumes, chaque DVD contenant 8 à 9 épisodes. À ce jour, les épisodes des 1er, 2e, 4e, 5e volumes sont disponibles en ligne et les volumes 6 et 9 ont été ajoutés plus tard. Et là, si vous avez continué vos études au-delà du CP, vous devriez savoir que après 2, il n'y a pas 4 normalement, et qu'il manque donc un volume, le volume 3. Et c'est là que je trouve l'histoire archi drôle. Dans les commentaires du Lost Media Wiki sur la série, un utilisateur déclare: la saison 3 est dispo sur Rakuten, mais entre la vente et la livraison, ça revient à plus de 20 balles. C'est pas de l'argent que je peux mettre dans ce wiki, mais si quelqu'un peut. Un autre utilisateur lui répond: super, étant donné que je suis français, je peux me le payer, et j'espère pouvoir compléter le dessin animé une bonne fois pour toutes. Merci, bonne journée. Et effectivement, le volume 3 est dispo sur Rakuten et aussi sur eBay, mais jusqu'à preuve du contraire, les épisodes n'ont toujours pas ressurgi sur internet, donc je pense que la série est entièrement trouvée, juste personne n'a eu la déterre de payer le prix ni de l'acheter sur internet. D'ailleurs, petit challenge, si cette vidéo atteint les 10 000 likes, je m'engage personnellement à l'acheter et à le rendre public sur internet, si personne ne le fait avant moi bien sûr. Je vous fais un peu participer. Pacha et les chats. Kitty Cats ou Pacha et les chats est une émission de marionnettes pour enfants franco-canadienne diffusée sur Radio-Canada de 91 à 94 avec environ 196 épisodes. Créée par Christine Rosen, la série a eu un succès international et a été doublée en plusieurs langues, notamment en anglais, espagnol et français bien sûr. Elle suit les aventures de deux chats, Cali et César, ainsi que d'un chiot nommé Pacha qui explore leur jardin. Malgré sa popularité, l'émission n'a bénéficié que d'une sortie VHS en 4 volumes, en anglais et en français, produite par Polygram Video. Chaque volume de 55 minutes comprenait 4 épisodes de la série, dont certains ont été mis en ligne sur YouTube par la suite. Dû à sa popularité, ce Lost Media est je pense l'un des plus en bonne voie d'être trouvé dans sa globalité. Le wiki est très régulièrement update avec de nouveaux épisodes à droite à gauche et la commu est assez déter, ça fait plaisir. Superman The New Superman Adventures PlayStation Port. En 1999, Superman The New Superman Adventures, communément appelé Superman 64, a été lancé sur la N64 par Titus Software, un studio français aujourd'hui disparu. Le jeu a été largement critiqué pour ses contrôles défectueux, ses mauvais graphismes et son gameplay médiocre. Nul, c'est pas vrai! Non mais passe pas au-dessus! Après sa sortie, Titus a demandé à Blue Sky Software de travailler sur un portage pour la PlayStation. Cependant, en raison des limitations de la PlayStation, Blue Sky a dû tout recréer de zéro, ce qui devait être un putain d'enfer. Ce portage PlayStation était à un point avancé, assez avancé pour que des publicités dans des magazines soient publiées et que des précommandes soient disponibles. Cependant, sorti nulle part, Blue Sky perd tout simplement les droits sur la franchise Superman, les obligeant à cancel le jeu. Depuis l'annulation du jeu, plusieurs prototypes ont refait surface. Le PlayStation Museum a publié des clips en 2007, 2011 et en 2014. On a aussi eu un membre du forum Assembler Games, Richard Evan Mendel, qui avait partagé des détails sur un prototype qu'il avait acquis. Cependant, après un conflit avec les autres membres du forum, Mendel a détruit son disque et a effacé les données, ce qui est vraiment très intelligent, bravo.
En 2018, un autre prototype a été mis en ligne sur archive.org, contenant 9 niveaux, et c'est en 2020 que Mandel a récupéré son ISO perdu et l'a partagé en ligne, bien que le lien ait été ensuite supprimé. L'ISO a été re-upload sur Internet Archive, rendant la ROM disponible pour tout le monde. 5e album des Daft Punk. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adorais les Daft Punk? Reparlons de Random Access Memories, voulez-vous. Comme j'ai dit plus tôt, les Daft Punk étant un groupe assez secret et discret, beaucoup de lost media gravitent autour d'eux. Un des collaborateurs de longue date du groupe durant les sessions de Random Access Memories a confirmé qu'il avait en effet une quantité importante de matos audio non publié et perso qui devait sortir de suivi à leur album de 2013. Le batteur Keane, qui a bossé avec eux durant tout l'album, a parlé de son expérience d'enregistrement avec les Daft Punk. Apparemment, l'album aurait eu une atmosphère très expérimentale, plus que ceux d'avant en tout cas. Thomas avait ce clavier et en fait il avait un programme informatique et il expérimentait, il frappait des choses. Nous essayions littéralement de transmettre des ambiances. Il était sur la magnifique table de mixage là-bas, moi dans le studio, j'ai commencé avec ma drôle de batterie, tout ce qu'il me donnait j'y répondais et essayais de proposer quelque chose. Keane a également mentionné que Paul Jackson Jr., un autre collaborateur de RAM, est venu enregistrer des parties de guitare pour le nouvel album et qu'il avait aussi fait appel à quelqu'un pour des instruments avant. D'après lui, cet album sans nom, je pense qu'il serait beaucoup basé sur des choses spontanées. Et cet album, à part de la bouche des gens qui ont bossé avec ces mecs, bah on n'a pas du tout plus d'informations en fait. Ça rejoint vraiment le flot d'informations autour des projets abandonnés des Daft Punk qui auront jamais de réponse, c'est trop triste. Beaucoup de gens ont eu l'espoir de voir cet album expérimental sortir du placard en 2023. Quant à la surprise générale, une version de RAM est sortie avec 9 musiques inédites, dont l'incroyable Infinity Repeating, allez l'écouter, la musique est incroyable. Et que Bangalter avait sorti un album orchestral solo intitulé Mythologies, mais je pense qu'il faut qu'on se rende à l'évidence, ces pistes sonores musique sont dans un disque dur très bien protégé, soit dans les mains des membres du groupe, soit leur label, et il n'y a aucune chance qu'elles apparaissent un jour. When we started, I was 18, and when we ended Daft Punk, I was 46. It's been a significant part of my life, but I'm relieved and happy to look back on it and say, okay, we didn't mess it up too much. Lupin 8. Lupin 3, est également connu sous le nom Lupin the Third, est une franchise multimédia créée par Kazuhiko Kato, plus connu sous le pseudonyme Monkey Punch. Elle raconte les aventures d'Arsène Lupin III, un voleur et petit-fils du personnage du même nom créé par Maurice Leblanc. La série était une animation franco-japonaise prévue pour une sortie mondiale en 82, tandis que Lupin 3 se concentrait sur le petit-fils du célèbre voleur Arsène Lupin au XXe siècle. Lupin 8 se déroule au XXIe siècle et met en scène les descendants de tous les personnages de Lupin 3. Créé en 1967, à une époque où les législations sur les droits d'auteur étaient encore un peu bourbier, la série a commencé à gagner en popularité et c'est là que la famille Leblanc, détentrice des droits du personnage original, ils ont commencé à rager sévère. En effet, bien qu'ils aient toléré Lupin 3 tant qu'il est resté principalement au Japon, ils ont été profondément offensés lorsque Saban International Paris a tenté de l'introduire en France sous le titre Arsène NC et les ont poursuivis pour violation de droits d'auteur. Toute la production de l'animé a été interrompue en cours de réalisation, les avis divergent quant au nombre d'épisodes achevés, certains parlant de 6 et d'autres de 8, on n'est pas trop sûr. Ce procès a foutu un peu la merde dans l'exportation de Lupin 3 à l'international, les quelques films de Lupin 3 arrivés aux États-Unis à la fin des années 80 et au début des années 90 ont dû être entièrement renommés et le nom du personnage principal modifié. Finalement, les droits d'auteur sur Arsène Lupin ont fini par expirer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu une série Netflix, permettant à Lupin 3 de passer sur Adult Swim en 2013. Cependant, Lupin 8, il a été complètement oublié. Des parties de la série ont cependant fait des apparitions furtives en 2012 en tant que bonus DVD de Lupin 3 Master File avec l'épisode pilote en entier. Après bon, c'est relou quand même, les épisodes sont silencieux avec seulement des sous-titres en japonais en dur pour raconter l'histoire. Une adaptation en manga par Eiichi Saito et Kenichi Takigawa a été brièvement publiée dans Monthly Sandpoint Comics et compilée en un seul volume, bien qu'elle soit désormais épuisée. Bon. On est déjà pas mal là, je pense. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que le début de cet iceberg vous a plu et que ça n'a pas été trop ennuyant. Et surtout, que vous avez hâte de voir la suite. Je vais vraiment essayer de vous proposer ça rapidement. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, mettre la cloche, mettre des commentaires, liker, me soutenir sur Patreon. Ça soutient énormément mon travail et ma chaîne. Et tout le blabla habituel, vous connaissez la chanson. Sur ce, moi je retourne dans le Void. Bisous!